En France, on a des routes goudronnées, des médecins, des hôpitaux, et quand on a des problèmes de santé, on peut se faire soigner. Mais ce n'est pas le cas dans tous les pays. Lors de son premier voyage au Népal, à plus de 7000 km de Mâcon, Thierry Giraud a été charmé par les magnifiques paysages montagneux et par l'accueil de la population. Mais l'infirmier a aussi été choqué par la pauvreté et les conditions de vie des gens. Beaucoup de villages sont isolés en montagne. Il y a peu de routes, pas d'hôpitaux, et quand on a un problème de santé, c'est très compliqué de se faire soigner. C'est compliqué parce qu'il n'y a pas de médecins ou alors ils sont loin et il faut faire un long voyage. Attristé par la mort d'un petit garçon qui avait des problèmes de cœur, Thierry a eu une idée. Créer une association en France avec des médecins, des infirmiers et des étudiants qui partaient au Népal pour soigner les gens, et surtout les enfants. Il a appelé son association Manoj, en hommage à ce petit garçon. Pour nous permettre d'en savoir plus, il a accepté de répondre à nos questions. Bonjour Thierry! Bonjour tout le monde. Pouvez-vous nous parler de Manoj, ce petit garçon que vous avez rencontré au Népal, et à qui votre association rend hommage ? L'association Manoj, comme vous l'avez dit, porte le nom d'un petit garçon que j'avais trouvé en mai 2010. Moi, je suis donc rentré en France. Ce petit garçon avait visiblement une grosse maladie cardiaque, une grosse pathologie cardiaque. Mon ami népalais que j'avais rencontré, je lui ai demandé de s'occuper de ce petit garçon. Et donc, ce petit garçon a été à la capitale qui s'appelle Katmandou. Le petit garçon a été opéré le 27 mai 2010 du cœur. Malheureusement, il est décédé 2 jours après, le 29 mai 2010. Et pour la petite histoire, mon ami népalais m'a téléphoné le lendemain, le dimanche 30 mai, pour me dire le petit garçon est décédé. Ça a été comme un déclic et j'ai dit à mon épouse, écoute, on se lance et on va créer une association du nom de ce petit garçon. Donc Manoj, comme on le disait, c'est un prénom et c'est le prénom en hommage de ce petit garçon qui a été le déclic pour créer l'association Manoj. Le Népal est situé à plus de 7000 km de la France. À quoi ressemblent les paysages de ce pays ? C'est un pays, j'allais dire un petit peu comme la France. On a les régions océaniques de la mer Méditerranée en France, avec le centre de la France un peu montagneux, et puis on a nos Alpes. Et c'est un petit peu la même chose. Le Népal, c'est un pays rectangulaire qui fait 1000 km de long sur 200-220 km de large. On a une partie de plaine, totalement plate, qui est à la frontière de l'Inde. Et puis quand on remonte dans ce pays, on arrive dans les moyennes montagnes, dans lesquelles se trouve la capitale Katmandou, qui se trouve à 1200 mètres d'altitude, et dès que l'on remonte, on part véritablement dans les grandes montagnes népalaises jusqu'à ce qui est la marque du pays, la chaîne himalayenne, avec son point culminant du monde, le mont Everest. Donc on va jusqu'à 8848 mètres. C'est un pays avec des paysages très divers, de plaine, riches en culture, et puis dès qu'on monte en altitude, c'est vrai qu'on a un peu moins de ces cultures, parce que en altitude, évidemment, ça pousse un peu moins bien. Donc voilà, il y a 3 régions, plaine, moyenne montagne et très haute montagne. Vous êtes infirmier à la retraite. Pouvez-vous nous expliquer comment les gens se soignent là-bas quand vous n'êtes pas là ? Est-ce qu'ils prennent des plantes ? Est-ce qu'ils vont voir des guérisseurs ? Tout à fait. Il y a dans les campagnes népalaises peu de médecins, voire pas de médecins. Il y a des petits dispensaires, il n'y a pas beaucoup d'hôpitaux. Ce sont des petits dispensaires qui sont tenus par des infirmiers, des infirmières qui font fonction de médecins parce qu'on manque de médecins. Souvent, les médecins, ils restent dans les grandes villes de la capitale. Et donc, ce sont des infirmiers, infirmières qui sont là pour s'occuper des gens. Et c'est vrai qu'on a encore quand même une culture médicale où les gens voient des guérisseurs, des chamans, comme on dit, mais également se soignent avec leurs propres plantes, avec leurs propres connaissances. Mais c'était une des découvertes que j'avais faites dans mes premiers voyages, c'est-à-dire depuis 2005, où j'avais constaté qu'effectivement que le domaine médical était vraiment un vrai problème et que le soin des maladies dans les campagnes népalaises était un vrai problème. Effectivement, donc il y a quand même une culture de la médecine locale, donc avec des herbes et des chamans, comme on dit, des guérisseurs. Le 25 août 2010, vous avez décidé de créer l'association Manoj pour aider les Népalais à mieux se faire soigner. Comment avez-vous fait pour trouver des médecins, des infirmières ou des étudiants qui acceptent de partir si loin ? Pour trouver des médecins, des infirmiers, infirmières, ça n'est pas vraiment le problème pour nous. Il se trouve qu'au tout début, quand j'ai créé l'association, j'ai tenu un blog
sur Internet, il y avait des médecins, il y avait des infirmières qui avaient envie de voyage, qui avaient envie de faire un peu d'humanitaire. Et donc, en pianotant sur leur ordinateur, à un moment donné, ils trouvaient l'adresse du blog. Et c'est comme ça qu'ils m'ont contacté. Ça a commencé par des infirmières, ça a été suivi par des médecins. Et puis ensuite, quand notre équipe Manoge s'est agrandie, j'ai eu effectivement dans les membres de mon association une dame qui s'occupe d'ordinateur, de web, comme on dit, et qui a transformé le blog en site. Et le site nous a donné une visibilité beaucoup plus importante sur Internet, qui fait que maintenant, il n'y a pas une semaine, 15 jours, sans que j'ai une demande de médecins, d'étudiants en médecine, d'infirmières, de bénévoles, qui veuillent partir effectivement dans un cadre solidaire et humanitaire avec notre association. Donc on n'a pas trop de problèmes pour trouver du monde. C'est difficile de pouvoir soigner tout le monde là-bas. Comment faites-vous pour que les médecins puissent voir le plus de gens possible et d'aller dans des endroits difficiles d'accès ? Pour les consultations, on a 2 actions. On a ce qu'on appelle des treks médicaux, c'est-à-dire que j'envoie des médecins, des infirmières, des étudiants en médecine dans les campagnes népalaises, dans les villages, dans les écoles, afin de trouver des enfants, de jeunes enfants, de jeunes adultes, des adultes qui sont atteints de pathologies, de maladies, effectivement, qui n'ont jamais été soignés, jamais détectés. On a ces treks médicaux qui nous permettent effectivement donc d'aller au-devant des personnes. Et puis on a ce qu'on appelle des camps de santé, c'est-à-dire qu'on fait venir des médecins népalais, avec des équipes népalaises de docteurs, avec des chirurgiens, avec des ophtalmologues, avec des pédiatres, des gynécologues. Et l'objectif, c'est pendant 4 jours, ces équipes népalaises s'installent dans un village, dans une petite région. On fait beaucoup de publicité. Et donc les gens viennent parce qu'ils n'ont pas l'habitude d'être soignés par des médecins, soignés avec des radios. Et ils en profitent pour venir se faire soigner gratuitement. Voilà comment on procède. Il y a à la fois les treks médicaux où on essaye, nous, équipe française, d'aller au-devant de la population népalaise et on fait venir des équipes népalaises dans les villages avec de la publicité. On essaye donc de faire en sorte qu'il y ait des affiches, on appelle ça des flyers aussi, effectivement, donc pour faire en sorte que les gens soient au courant que nous arrivons et qu'ils vont pouvoir se faire soigner. Et souvent, sur un camp de santé, en 4 jours, on peut soigner entre 600 et 900 personnes. Donc c'est vraiment très utile. Le mode de vie est très différent au Népal. Quels problèmes avez-vous pu rencontrer lors de vos différents voyages avec l'association Manoge ? Le problème majeur, bizarrement, c'est l'accès, c'est la route. Si on part au Népal en période de novembre, décembre, janvier, février, c'est la période sèche. Donc là, on n'a pas trop de problèmes. La problématique, ce sont les routes, ce sont les pistes. Parce qu'effectivement, beaucoup de routes ne sont pas goudronnées. Et quand on arrive le mois de mai, juin, juillet, août, septembre, c'est soit le début de la mousson, soit la mousson, soit la fin de mousson. La mousson, c'est la période de pluie dans ces régions-là d'Asie. Comme les routes ne sont pas goudronnées, eh bien, ça devient très boueux. On a du mal à passer avec des 4x4, avec des bus. La grosse difficulté, bizarrement, c'est pas de l'organisation d'un camp de santé, c'est pas d'aller au-devant des personnes, c'est d'y accéder en voiture parce que nous, on intervient très loin de la capitale, Katmandou. C'est comme si de Paris, on intervenait jusqu'ici. Il nous faut pratiquement 7 heures, 8 heures de 4x4 ou de bus pour accéder dans les régions dans lesquelles nous, on va pour pouvoir effectivement faire des camps médicaux et des treks médicaux. Le gros problème, c'est la route. Il y a aussi un problème d'argent. Il faut que tout ça, ça se paye. Si on n'avait pas d'argent, forcément, on pourrait pas faire tout ça. Donc voilà, c'est d'abord l'accès et ensuite le budget pour nos opérations. Partir en mission avec l'association Manoge doit être riche en émotions. Quel est votre plus beau souvenir ? Les beaux souvenirs, c'est la beauté des montagnes. Moi, je suis un passionné de montagne. J'étais passionné d'aller grimper dans les Alpes. Et maintenant, je suis passionné d'aller grimper dans les montagnes himalayennes qui sont juste magnifiques. Humainement, j'ai pas un bon souvenir. J'en ai plein. Et notamment, ces enfants que nous avons réussi à trouver dans des campagnes népalaises atteints d'handicap. Des séquelles de brûlures, des séquelles de fractures, des problèmes cardiaques, des enfants qui vont avoir leur vie totalement amenée à être des handicapés toute leur vie, à ne pas pouvoir travailler. Et à partir du moment où ils ont la chance de nous avoir rencontrés et d'avoir accepté d'aller consulter à nos frais, notre association Manoge, elle paye l'ensemble. Quand les gens viennent à Katmandou, on paye un petit peu tout ça. Donc quand ils acceptent de venir à la capitale pour se faire soigner et qu'on puisse les opérer, enlever leurs séquelles de brûlures, séquelles de fractures, c'est vraiment pour toutes nos équipes, pour moi-même, en fin de compte, des souvenirs immenses. Et j'ai peut-être une petite préférence pour une jeune fille qui avait 12 ans, qui avait une jambe cassée depuis plus de 9 mois et qui était restée sans consultation, sans soins, avec un trou dans la jambe. On l'a prise en charge.
charge. On l'a fait opérer 3 fois de la jambe et maintenant cette jeune fille elle a 22 ans, 23 ans et je l'accompagne maintenant dans ses projets professionnels. C'est un peu comme ma fille népalaise, elle s'appelle Sousmi. C'est un vrai bonheur, c'est peut-être un souvenir particulier mais parmi d'autres enfants que nous avons pris en charge, oui, effectivement. Depuis la création de votre association, combien de personnes avez-vous pu soigner et pour quel type de maladie ? Je crois que j'ai arrêté de compter. Parce que ça fait beaucoup, je pense qu'il y a eu plus de 10 000 personnes, je dirais peut-être 50 000 personnes qui sont passées entre nos mains, entre les mains des médecins népalais, qui ont été traitées soit par des traitements médicamenteux, entre ceux et celles qui ont été opérées chirurgicalement. Donc oui, je dirais peut-être 50 000 personnes qui ont été soignées, peut-être 500, 600 enfants que nous avons pris en charge vraiment à la capitale Katmandou. Et oui, ça représente quand même énormément de monde, ouais. En France, vous organisez des événements pour récolter des fonds. Comment est-il utilisé cet argent au Népal ? Alors ça c'est une bonne question. Pour toute association, quelle qu'elle soit, il faut de l'argent. Donc on a besoin de gens qui nous soutiennent. Donc on a des adhérents, on a des donateurs, on a des sponsors comme on dit. Et donc cet argent nous permet de payer les soins de ces enfants que nous avons découverts lors des treks médicaux. Ça nous permet donc de les faire venir à la capitale, de les faire opérer. Ça nous permet d'organiser les camps de santé, des camps de santé de médecine générale, d'ophtalmologie, de cardiologie. Donc on utilise nos fonds financiers pour ça. Et puis aussi parce que en France nous n'avons aucune dépense parce que nous sommes tous des bénévoles. Par contre, au Népal, on est obligé de rémunérer certaines personnes qui nous accompagnent, des guides, des porteurs. On a besoin effectivement d'un peu de budget pour pouvoir réaliser concrètement nos actions sur place. Pourquoi envoyez-vous des étudiants au Népal ? On doit beaucoup aux étudiants français qui partent au Népal. On a 5 partenariats. On a un partenariat depuis 11 ans avec les étudiants en médecine de Grenoble, 8 ans avec ceux de Paris, 7 ans avec ceux de Lille, 2 ans avec ceux de Marseille. Et on vient de commencer un nouveau partenariat avec les étudiants en médecine de Rouen. Et ces jeunes récoltent tout le long de l'année, d'octobre jusqu'au mois de juin, de l'argent. Souvent, c'est entre 15 et 20 000 euros. Et avec cet argent-là, ça nous permet de payer du matériel médical. On vient de financer un bloc opératoire dans un petit hôpital local. On a financé un cabinet dentaire, on a financé un cabinet d'opticien, un centre de la vision. On finance des assurances médicales parce qu'il n'y a pas de sécurité sociale au Népal. Donc pour les personnes les plus pauvres, grâce à l'argent des étudiants, ça nous permet de donner des assurances médicales. On organise des camps de santé. En général, les étudiants partent avec 2 camps de santé, médecine générale gynéco et un camp de santé dentaire. Et puis, plus ils ont d'argent, plus ça nous permet effectivement d'avoir de projets. Donc voilà. Vous avez réussi à financer des lieux pour soigner les Népalais. Combien ça coûte ? Ça dépend de ce que l'on met en place. Comme je viens de le dire, quand on fait un cabinet dentaire, c'est à peu près 8 000 euros. En France, ça coûterait 3 fois, 4 fois, 5 fois plus. Mais voilà, on est dans un pays tout autre. Donc le matériel est de qualité, mais pas du tout de la même qualité que ce qu'on peut avoir ici en France. Le premier cabinet dentaire qu'on vient de faire nous a coûté à peu près 8 000 euros. On a créé 2 centres d'opticiens, des centres de la vision. Donc ça coûte à peu près 6 000 euros. Le bloc opératoire vient de nous coûter 35 000 euros. Puis là, maintenant, on a un projet pour 2026. Et maintenant, chaque année, grâce au partenariat que nous avons avec les étudiants en médecine, on se projette sur un 2e cabinet dentaire et sans doute un 3e, un 4e. Et voilà, et tant qu'on aura de l'argent, on essaiera d'installer ce genre d'équipement dans des endroits où il n'y a pas de dentiste. C'est un petit peu comme s'il n'y avait pas de dentiste dans la région de Mâcon et puis qu'il fallait aller se faire soigner tous les jours à Lyon, voire même à Paris. C'est un petit peu la même chose là-bas au Népal. Il n'y a pas de dentiste, il n'y a pas de gens que l'on peut consulter pour ses yeux dans les campagnes. Et donc, nous, on crée des structures pour leur permettre de rester sur place et pas perdre leur temps et leur argent pour aller à la capitale ou la grande ville voisine. Combien de personnes partent en mission pour Manoj et quels sont vos prochains projets ? Cette année, on aura eu 12 équipes qui seront parties, ce qui représente 55 personnes, je crois. L'année dernière, on avait eu 17 équipes, c'est-à-dire 80 personnes. L'année prochaine, on va être à peu près à 70-80 personnes, puisqu'il y a 13 ou 14 équipes. Donc, on a des équipes qui doivent confirmer. Donc, ce sont des équipes de médecins avec différentes spécialités. Ils sont des médecins généralistes, ils sont pneumologues, cardiologues. On a des sages-femmes, des infirmières. Toutes ces équipes sont composées de différentes professions, mais principalement médicales. Et donc, oui, ça représente entre 50 et 80 personnes qui chaque année partent au Népal. Alors après, les prochains projets, nous en avons plein, évidemment. Ça dépend de l'argent que nous aurons. Mais comme je viens de vous le dire, on a un projet d'un 2e cabinet dentaire. On a un projet de 3e, voire 4e centre de la vision.
Et puis on a surtout un projet qui est à l'étude de création d'une maison d'accueil pour personnes âgées. Jusqu'à présent, les personnes âgées, un peu comme chez nous autrefois, il y a 50, 60 ans, elles vivaient chez les enfants. Les enfants maintenant, ils travaillent à l'extérieur, ils partent. Là-bas, ils sont rattrapés un petit peu par l'amélioration des conditions de vie. Il n'y a plus que 1 ou 2 enfants par famille au lieu de 5 ou 6. Et donc, beaucoup de jeunes n'ayant pas de travail au Népal partent à l'étranger, en Arabie Saoudite, en Inde, au Qatar, pour pouvoir travailler, ramener un petit peu d'argent. Et à partir du moment où la jeunesse part, elle ne peut plus s'occuper des personnes âgées. Et donc, on a constaté, cette année, il y a de plus en plus de villages avec des personnes âgées, des couples ou des personnes seules qui se trouvent totalement isolées. On s'est dit, c'est le moment peut-être de commencer sans doute à un des premiers projets de maison d'accueil de personnes âgées au Népal qu'on va essayer de mettre en place dans la région qui est la nôtre, qui a vu naître l'association Manoj. Merci à Thierry Giraud d'être venu nous parler de l'association Manoj. Cette émission a été réalisée par les élèves de 6e du collège Condorcet de la chapelle de Guinchay en atelier scolaire avec Radio Aléo. Vous pouvez retrouver toutes les émissions de notre classe sur le site internet radioaléo.fr.